Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, il est important que nous ayons ce débat sur le ferroviaire qui représente pour la région une de ses principales compétences, à la fois par l'enjeu en termes d'aménagement du territoire que par le montant des dépenses engagées qui ne cessent de croître avec la prise en charge des lignes TET. Ce débat arrive en outre au moment où la question du service public ferroviaire est remise en cause de facto en dépit des dénégations du gouvernement par le projet de loi en cours de discussion. Nous y reviendrons également lors de la communication sur le plan d'urgence. Nous avons souvent regretté d'ailleurs que la convention TER, qui représente à elle seule le premier poste de dépenses individualisé de la région, historiquement, c'était environ 150 millions d'euros avant le transfert des TET. Eh bien, jusqu'ici, cette convention n'était abordée que dans le cadre de la commission permanente et n'avait jamais fait l'objet de véritables débats. Le dernier débat en séance publique sur le ferroviaire remontant à 2011. Encore faut-il préciser qu'il n'avait été annoncé que quelques heures avant la séance. Ce qui est à nouveau le cas pour le plan d'urgence dont nous avons pris connaissance dans un délai qui, malheureusement, ne nous permet pas de procéder à un examen suffisamment sérieux des questions qu'il aborde. Nous reviendrons au cours du débat sur les différents volets de cette renégociation, sur le niveau de la qualité du service, sur le volet financier en charges et en recettes, sur la fraude, etc. Mais il me semble important de replacer cette convention dans le contexte dont vous n'abordiez en préambule que le cadre régional. La notion d'autorité organisatrice de transport découle de la loi d'orientation du 30 décembre 1982, adoptée sous le gouvernement Mauroy avec Charles Fitterman au transport. Elle affirme un droit au transport devant permettre de se déplacer dans des conditions raisonnables d'accès, de qualité et de prix, ainsi que de coût pour la collectivité. Vaste programme, n'est-ce pas, comme aurait dit un certain général de brigade. Cette loi a confié aux autorités organisatrices la mission de définir la politique de desserte et la politique tarifaire de transport des voyageurs. Pour le ferroviaire, cette mission échoua aux régions en 2002 et notre région, vous l'avez dit, a été expérimentatrice dès 1998. Dès le départ, donc à partir de cette loi, nous pouvons constater que cela constitue une première entorse au principe du service public dans le domaine des transports ferroviaires. En effet, le service public est basé sur le principe de l'égalité d'accès pour tous les citoyens. Pour une raison évidente, mais il convient de le rappeler, c'est que le service public ne peut fonctionner que sur la base de la péréquation tarifaire. Cela signifie que deux consommateurs ayant le même profil de consommation avec le même fournisseur et la même offre se verront facturer le même tarif, quelle que soit leur localisation géographique sur le territoire français. Il n'y a ainsi, par exemple, pas de différence en termes de tarifs appliqués dans les zones rurales par rapport aux zones urbaines, bien que les coûts sous-jacents soient différents. L'exemple type, c'est le coût du timbre-poste, qui est identique pour un envoi d'Orléans à Olivet comme pour un envoi de Brest à Ajaccio. Aujourd'hui, 95 centimes d'euros pour toute la France en lettres prioritaires, tarif valable même pour l'outre-mer. Cela devrait se traduire pour le ferroviaire par un tarif kilométrique unique sur tout le territoire à service égal, donc pour les TER et TET en ce qui nous concerne, un tarif plus élevé pouvant être admis pour les TGV puisque c'est une autre prestation. Ce principe permet que les lignes bénéficiaires équilibrent en partie les lignes déficitaires, le financement des collectivités n'étant mobilisé qu'au-delà d'un certain seuil, là encore à définir au niveau national. Nous en sommes bien loin avec des conventions négociées région par région et la situation ne fera que s'aggraver avec l'ouverture à la concurrence dont nous savons aussi par l'exemple des télécommunications dans notre pays que par l'exemple des chemins de fer britanniques qu'elle n'a pas conduit à une diminution des tarifs, bien au contraire. Les grandes sociétés qui vont s'engouffrer sur ce marché et que nous connaissons déjà, certaines ont été évoquées, sont en situation d'oligopole, ce qui a toujours conduit dans le passé à des situations d'entente quasi inévitables. Les régions n'y gagneront pas, les usagers n'y gagneront pas, les personnels n'y gagneront pas, tout le monde paiera.
C'est pourquoi nous sommes résolument opposés à la réforme de la SNCF imposée par Bruxelles, dont M. Macron ne fait qu'appliquer la feuille de route après tout, sachant qu'au moindre écart, il pourrait être balayé par ceux qui l'ont fait roi en trompant les Français pour défendre leurs propres intérêts. Ce rappel me semble indispensable car nous voyons bien qu'au-delà de 2020, le principe même de la convention dont nous débattons aujourd'hui sera remplacé par une procédure de marché public avec les risques que je viens d'évoquer et la mise à mort du principe d'égalité des territoires. Il est donc regrettable que notre région, que l'ensemble des régions de France ne soient pas montées au créneau contre ce projet de loi. Sans doute sont-elles aveuglées par l'illusion de pouvoir décider de leur politique de transport ferroviaire alors qu'en réalité c'est l'État qui leur transfère une charge qu'il ne peut plus assumer et dont finalement nous ne pouvons décider qu'à la marge étant donné les contraintes budgétaires. Mais la convention TER n'est qu'un aspect des choses. Nous reviendrons à l'occasion du plan d'urgence sur la question plus globale des transports dans la région, qu'ils soient ferroviaires ou routiers, collectifs ou individuels, en nous replaçant dans le cadre de la première des compétences de la région dont tous les autres découlent, c'est-à-dire l'aménagement du territoire. Je vous remercie.